Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie Defort qui est Chief Value Officer chez Values. Bonjour Mélanie. Bonjour Manuel. Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et aussi présenter Values ? Oui, bien sûr. Donc je suis Chief Legal Officer chez Values, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie juridique, compliance, RSE. Donc Values, c'est une régie publicitaire qui travaille avec des entreprises de la grande distribution. Donc essentiellement dans l'alimentaire, l'habillement, le bricolage, etc. D'accord. Et notre mission, c'est de proposer à des marques de diffuser leurs messages publicitaires sur les espaces publicitaires de nos entreprises partenaires. Par exemple, sur leur site internet, en magasin et auprès de leurs audiences, donc auprès des clients des entreprises du retail. Donc c'est différents types de supports, réseaux sociaux, radio, télé, c'est vraiment la totale. Exactement. J'imagine. Alors avant tout, ça va être les supports publicitaires des enseignes, ce qu'on trouve sur leur site, dans les magasins. Et effectivement, pour toucher l'audience, on peut aller les chercher sur d'autres supports qui appartiennent à des tiers, comme ce que tu évoques, les réseaux sociaux, la télévision, etc. D'accord, très bien. Alors par rapport à ton métier et au sujet de Values qui touche énormément à la donnée, en fait, on s'est dit que c'est intéressant de revenir un petit peu sur la partie réglementation, aspects légaux de la gestion des données et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est notre thématique et je te laisse peut-être nous présenter un peu ce sujet et nous donner ton regard de juriste sur ce point. Oui, alors effectivement, l'aspect réglementaire chez Values, c'est essentiel puisqu'on traite de la donnée au quotidien. La donnée, elle va nous servir notamment à optimiser l'expérience client, optimiser l'expérience publicitaire qu'on va proposer aux clients de nos entreprises partenaires. Et donc, par exemple, on va les utiliser pour mieux cibler les publicités en fonction des comportements d'achat ou des intentions d'achat des clients. Et donc, c'est essentiel de respecter le cadre réglementaire applicable. C'est-à-dire que moi, je vais pas mal chez Leroy Merlin en ce moment parce que je viens de déménager et donc je reçois des publicités personnalisées par rapport à mon profil d'achat, c'est ça. Et donc, Exactement. c'est Values qui est derrière cette personnalisation. Alors, il n'y a pas que Values, mais effectivement, l'entreprise Leroy Merlin en elle-même peut également proposer une expérience personnalisée à ses clients. Et nous, on va l'aider aussi sur la partie plutôt publicitaire. Lorsque dans le parcours d'achat, il peut y avoir des espaces publicitaires, à ce moment-là, on va proposer à des marques qui peuvent être intéressées pour proposer ces produits à toi, Manuel, parce qu'elles ont, par exemple, constaté que tu aimais bien faire du jardinage. Oui. Et donc, ça leur donne l'occasion de te parler, finalement, au moment de leur acte d'achat, enfin, de ton acte d'achat, et donc essayer, finalement, de transformer l'essai. D'accord, très bien. Et donc, beaucoup de données, j'imagine aussi beaucoup d'algorithmes pour être pertinents dans les préconisations et les expositions d'espaces publicitaires. En tant que juriste, ça te prend beaucoup de temps, ces sujets-là. Ça demande quel type d'intervention ? Alors, en tant que juriste, effectivement, juriste et compliance, parce que c'est un métier aussi qui est dévolu aussi au DPO, le Data Privacy Officer, qui, lui, a vraiment pour mission de s'assurer que les traitements de données personnelles qui sont mis en œuvre dans l'entreprise sont conformes au RGPD, cette fameuse réglementation européenne qui s'applique donc au traitement de données personnelles. Et donc, notre rôle, ça va être de vérifier au quotidien que les données sont traitées conformément aux obligations, c'est-à-dire que les personnes dont on traite les données sont bien informées de ce qu'on va faire de leurs données, à qui elles sont partagées, combien de temps on les conserve, qu'on leur rappelle qu'elles ont la possibilité de s'opposer ou de retirer leur consentement à ces traitements de données, de demander la suppression. Et puis, on doit s'assurer également que toutes les mesures de sécurité sont bien mises en place pour assurer la confidentialité, la sécurité de ces données personnelles. Alors, il y a eu récemment la mise en application d'une réglementation européenne sur l'IA, qu'on appelle l'AI Act. Quel impact ça a eu chez Values ? Alors, l'AI Act, pour l'instant, donc c'est un cadre effectivement qui va s'appliquer à l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle qu'on va déployer dans l'Union européenne, mais c'est une application progressive. D'accord. Donc, en fait, on va avoir une application et des obligations qui vont s'appliquer en fonction du risque des systèmes d'intelligence artificielle qu'on déploie. Et donc, il y a certaines obligations qui ne nous concernent pas encore chez Values, mais qui vont, par exemple, s'appliquer à partir du mois d'août 2026 à la grande majorité des entreprises qui déploient des systèmes d'intelligence artificielle chez elles. Donc là, on est en train de se préparer évidemment à l'entrée en vigueur du règlement, quoique il est possible qu'il soit décalé dans le temps, puisqu'on a aujourd'hui des propositions au niveau de la Commission européenne de dire que c'est trop tôt en fait pour l'entrée en vigueur de ce règlement, qui est quand même finalement assez complexe et qui nécessite de nombreux textes d'application qui ne sont pas encore parus. Donc on s'y prépare tout de même, et notamment on met en place des règles éthiques pour essayer d'encadrer les usages qu'on fait conformément aux attentes des personnes et pour protéger nos collaborateurs
ainsi que l'entreprise. Et pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément dotés d'une direction juridique, quels sont les 2-3 points dans cette réglementation européenne sur lesquels il faut avoir un peu de vigilance ? Tout d'abord, il faut vérifier que vous n'avez pas des systèmes à haut risque qui sont déployés dans l'entreprise, puisque ces systèmes-là, ils sont tout simplement interdits. C'est quoi les systèmes à haut risque, peut-être, pour rappeler le... Alors, ça va être les systèmes qui sont inacceptables parce qu'on sait qu'ils violent les valeurs démocratiques de l'Union européenne. Donc l'espionnage de masse, les armes autonomes... La notation sociale, par exemple. La notation sociale, oui, d'accord. Les systèmes qui exploitent les vulnérabilités des personnes et qui sont susceptibles de leur causer un préjudice. Ah oui, d'accord. La manipulation mentale, des choses comme ça dont on sait de manière flagrante que ça ne correspond pas aux valeurs de l'Union européenne. Elles sont interdites. Si on est bien câblé, on n'est pas tenté de faire ce genre de choses. Normalement, ça devrait aller. Et après, on a une catégorie donc, qui est celle qui comporte le plus d'obligations, qui sont les systèmes à haut risque. Et alors là, il faut vérifier que vous êtes dans un domaine à haut risque. C'est des domaines sensibles, comme par exemple l'éducation, le recrutement, l'état de droit, santé, des choses comme ça. Exactement. Aussi, Et à ce moment-là, comme ces domaines-là sont susceptibles d'avoir une influence vraiment sur les personnes, sur la santé, sur leur sécurité, il y a des garde-fous qui sont mis en place, et notamment des obligations lorsqu'on les déploie ou lorsqu'on les développe. Donc c'est là qu'il va y avoir un maximum d'informations. Et après, il y a une grande majorité de systèmes d'IA qui n'ont pas de risque ou des risques vraiment très mineurs, peu élevés. Et à ce moment-là, on a simplement une obligation de transparence à l'égard des personnes pour les prévenir qu'elles interagissent par exemple avec des systèmes d'IA. D'accord, mais si je mets en place un agent pour gagner du temps, pour réaliser des devis par exemple, je ne rentre pas dans les systèmes à haut risque ni au système Exactement, réaliser des devis, pas de problème. Donc il y a simplement en fait une obligation d'information quand même des collaborateurs et surtout de responsabilisation. En fait. Toutes les entreprises ont une obligation de maîtrise des systèmes d'IA et donc de sensibiliser les collaborateurs pour les prévenir que attention, l'IA c'est pas magique, elle fait des erreurs. Donc ils doivent quand même conserver un esprit critique, avoir du recul par rapport à ce qui est produit par l'IA pour tout simplement continuer à produire du travail de qualité et ne pas mettre en danger aussi l'entreprise. Oui, ça c'est l'article 4 de l'AI Act, si je me souviens bien, qui indique qu'il faut former les collaborateurs. Exactement. Donc cette obligation, elle est aussi susceptible d'être décalée dans le temps et ce sera peut-être plus simplement de l'encouragement des personnes, mais il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu du bon sens, dire si je ne forme pas mes collaborateurs à l'utilisation de l'IA, je prends des risques. Parce que demain, ils vont utiliser l'IA par exemple pour générer des images. Qu'est-ce qui me dit que ces images-là, elles ne violent pas les droits de propriété intellectuelle d'un tiers ? Oui, c'est-à-dire que si je fais une image publicitaire où je mets les Simpsons, par exemple, avec une IA, en fait, je ne respecte pas la propriété intellectuelle des Simpsons. C'est ça, et on ne pourra pas dire, c'est pas moi, c'est l'IA, parce qu'on est responsable de l'utilisation de la machine. D'accord. Et donc, c'est cette culture-là, en fait, du contrôle humain aussi, qu'on va mettre derrière, qu'il faut infuser dans l'entreprise. Donc, c'est ça la principale obligation, je dirais, aujourd'hui, de tout employeur, de se dire, est-ce que l'outil que je mets à disposition de mes collaborateurs, ils savent s'en servir ? Est-ce que ça ne me met pas en risque ? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre des informations confidentielles et stratégiques dans un chat GPT public, par exemple ? Ok, très bien. Ça nous amène à notre première question. Quels sont les principaux points de vigilance juridique pour le chef d'entreprise sur ce sujet justement de l'IA et des données ? Je dirais que le premier réflexe, c'est de s'assurer quand même que l'IA elle est déployée conformément au cadre juridique qui est posé et surtout aux principes qu'on veut mettre en place dans l'entreprise et principes éthiques. Responsabiliser les collaborateurs déjà, avant tout. Les former à ça, leur donner les compétences suffisantes pour qu'ils maîtrisent l'IA, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils comprennent les risques que ça implique, leur rappeler qu'ils sont responsables de l'utilisation de l'IA, qu'ils sont responsables du contenu qui est généré, notamment les images, vérifier qu'il n'y a pas de contrefaçon, s'assurer qu'ils ne transmettent pas des données confidentielles qui seraient soumises au secret des affaires, tout simplement dans l'IA, puisqu'elles pourraient être réutilisées par des tiers, ne pas mettre de fichiers clients, notamment des données personnelles des clients dans l'IA, évidemment, parce que là... Dans un chat GPT gratuit, par exemple. Exactement, parce que là, ça ne répond pas non plus aux exigences du RGPD, s'assurer de la sécurité des données, s'assurer aussi que le contenu qui est généré ne va pas enfreindre tout simplement les règles du droit de la consommation aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser pour établir, par exemple, des fiches produits. Et donc, il ne faut pas oublier que l'IA n'a pas conscience de tout ce qu'il faut faire, elle peut faire des erreurs, et donc, vous êtes responsable si la fiche produit, elle comprend des informations trompeuses, par exemple. D'accord, donc ce que je retiens, c'est qu'il y a une nécessité de former les collaborateurs pour qu'ils sachent vraiment la nature de ce qu'ils utilisent et les risques qui vont avec. Je comprends également qu'il y a un côté respect du cadre et donc il faut le définir, ce cadre. Il y a peut-être aussi un travail de définition du cadre de l'entreprise. On parle beaucoup de charte IA.
Quel est ton regard sur ce sujet-là ? Évidemment, la mise en place d'une IA responsable dans une entreprise, ça va d'abord passer par la gouvernance. Donc, elle doit donner l'impulsion pour effectivement diffuser cette culture de l'IA responsable. Et donc, effectivement, un outil pour diffuser cette culture, ça peut être de rédiger une charte IA, alors assez courte pour que chacun puisse se l'approprier, mais avec quelques principes qui sont, je dirais, des prérequis. Avoir une supervision humaine de tout ce que vous sortez, vérifier le contenu, ne pas mettre d'informations sensibles dans l'IA, ne pas générer d'images sur lesquelles vous n'êtes pas sûr d'avoir les droits, etc. etc. En fait, c'est des principes de bon sens qu'on peut rappeler à chacun, et ça va permettre aussi de démystifier tout ce qu'il y a derrière l'IA. Oui, puis c'est l'opportunité aussi le prétexte, entre guillemets, pour faire de la formation et bien expliquer un peu tous ces fonctionnements-là et pourquoi ça pose des problèmes potentiellement à l'entreprise. Et ça va permettre aussi de rappeler les grands principes du RGPD pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. Et ça, c'est des choses qui sont à la portée de toutes les entreprises ou, je dirais de manière très concrète, très pragmatique, un dirigeant de PME de 15 personnes, comment il peut appréhender ces sujets-là ? Alors oui, je pense qu'on a énormément de ressources aujourd'hui qui sont proposées par les autorités, les organisations professionnelles, et donc une charte IA, ça peut être très facile à rédiger. Se poser 1 heure autour d'une table avec le juriste, le responsable RH, le responsable de la tech, parce que ça nécessite quand même une collaboration aussi entre les équipes qui vont être impactées. Oui, ça peut être collaboratif effectivement, et voir également les représentants du personnel. Alors évidemment, lorsqu'on déploie ce genre de choses, alors si ça a un impact sur les personnes, notamment pour les systèmes à haut risque, là il faudra consulter le CSE, et c'est effectivement un cas dans lequel les entreprises vont être régulièrement concernées. Par exemple, quand on utilise ce qu'on appelle un ATS, qui va permettre aussi de un logiciel de recrutement, un logiciel de recrutement pour filtrer les CV. Là, c'est considéré comme un domaine sensible, et donc ça nécessite effectivement une consultation du CSE. D'accord, très bien. Donc rien d'infaisable, mais il faut quand même s'en occuper. Oui, et puis il en va aussi de la confiance que vous mettez entre le manager et les collaborateurs. C'est aussi une question de réputation, d'image de marque, de se dire mon entreprise est responsable, je sais qu'elle met en place des dispositifs d'IA, mais elle le fait de manière responsable. Aujourd'hui, quel est le niveau de risque pour un dirigeant qui finalement ne met pas en place une charte IA et dont les collaborateurs utilisent des versions gratuites de robots conversationnels comme ChatGPT, Claude, Gemini, et dans lesquels il serait amené à mettre des données confidentielles d'un client, par exemple ? Eh bien, le risque, c'est d'abord sur l'entreprise, puisque si effectivement on a une violation de données, par exemple, parce qu'un collaborateur a mis un fichier de client sur le ChatGPT qui se retrouve sur le dark web, là, effectivement, c'est la responsabilité de l'entreprise, et il y a des sanctions quand même importantes qui sont prévues par le RGPD, qui se chiffrent potentiellement en millions d'euros. Donc, il faut être effectivement vigilant à ça. Et le fait de ne pas avoir formé son collaborateur pourra engager la responsabilité de l'entreprise. Ouais, très bien. Donc on ne peut pas tourner le dos à ce sujet réglementaire. Il faut s'en occuper, même avec une petite entreprise et quelques moyens. Oui. Très bien. Ça nous amène à notre deuxième question. D'un point de vue un peu plus vue d'hélicoptère, on entend beaucoup dans les médias que la réglementation européenne est un réel frein au développement de l'intelligence artificielle. Alors avec un regard peut-être à la fois technique sur le juridique et terrain, qu'est-ce que tu penses de cela ? Alors moi, en tant que juriste, je ne vais pas dire tout de suite que la réglementation c'est un frein, puisque avant tout la réglementation elle est là pour trouver un équilibre entre la protection des personnes, les risques et l'innovation. Une réglementation claire qui permet à un chef d'entreprise d'avoir de la sécurité juridique, c'est un vrai outil de compétitivité parce qu'il va pouvoir investir en confiance. Oui. À l'inverse, effectivement, une réglementation qui serait complexe, éparse, instable est un frein à l'innovation parce qu'effectivement, on va hésiter à investir. Aujourd'hui, on ne peut pas nier, et on le dit tous, que effectivement, l'Union européenne, elle a surréglementé ces dernières années et qu'on se retrouve dans un cadre qui est parfois complexe parce que y a des obligations dans différents textes. Il y a une fragmentation au niveau même de l'Union européenne puisqu'il y a une interprétation par les autorités nationales qui peut être différente. Il y a aussi toute cette lourdeur administrative que j'évoquais dans le RGPD, dans l'IA, il y a beaucoup de documentation, des process à mettre en place, etc. Et donc tout ça, ça peut effectivement constituer un frein à l'innovation. En tout cas, c'est ce qui a été identifié par la Commission européenne, notamment dans un rapport, le rapport Draghi, là, en 2024. Tout à fait. Et donc là, elle s'est lancée dans une démarche de simplification du cadre réglementaire. D'accord. Donc, ce n'est pas tant les grands principes réglementaires qui sont mis en avant que la complexité de la mise en œuvre et de la connaissance de la réglementation qui aujourd'hui pose problème. Oui, c'est ça. Et puis la lourdeur administrative qu'il y a derrière avec des coûts de conformité qui peuvent être assez élevés parce que, effectivement, derrière, il faut des équipes dans les entreprises qui vont faire les analyses de conformité, les mentions d'information, aller chercher le consentement des personnes, développer des outils, etc. Et tout ça, ça prend effectivement beaucoup de temps et de ressources. Et si on revient justement sur le côté très concret et pragmatique pour un chef d'entreprise qui n'a pas forcément des grosses ressources juridiques,
il faut peut-être qu'il accepte de vivre avec un risque, je dirais, maîtrisé, parce qu'être absolument conforme à l'ensemble de la réglementation aujourd'hui est peut-être quelque chose de trop difficile pour une petite entreprise. Exactement, et donc ça c'est bien un sujet qui est identifié aussi par les autorités européennes, de se dire maintenant les petites entreprises, les PME, les ETI, n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises, notamment pour investir dans la conformité. Et donc, toutes les ressources qu'elles investissent dans la conformité, il faut les réallouer vers l'innovation. Donc, effectivement, il y aura plus une approche par les risques qui est privilégiée aujourd'hui, en se disant, finalement, voilà, j'ai un système d'IA qui ne présente pas de risque pour les personnes, je vais me contenter d'une obligation d'information. Oui, d'accord. Donc, peut-être un conseil très concret, c'est de suggérer aux chefs d'entreprise de lire soit la réglementation IA Act, soit la résumé, pour au moins avoir une vision à peu près claire des sujets, et puis se dire ça je suis prêt à vivre avec, et ça non, faut qu'on se mette en conformité. Oui, alors la lire, je lui souhaite quand même bon courage parce que ça fait 144 pages et que c'est pas toujours facile, mais il y a des outils d'IA qui permettent très bien de les lire et de poser des questions directement dans le texte et d'avoir des réponses quand même assez concrètes. Et effectivement, il va falloir le lire et potentiellement faire une sorte de cartographie des systèmes d'IA dans l'entreprise pour savoir quels sont finalement les outils d'IA que j'utilise et quelles sont les responsabilités qui m'incombent du coup. Oui, ok. Mais en gardant évidemment le bon sens comme boussole et en se disant si je fais pas des armes autonomes ou si j'espionne pas mes collaborateurs, normalement c'est bon. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup Mélanie d'avoir partagé tous ces éléments avec nos auditeurs. C'était passionnant et un sujet vraiment très important. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.